Yvan Guédet. Bonjour à tous, à toute la communauté, bonjour lumineux. Et donc ce que je vais vous présenter là aujourd'hui, c'est en fait l'histoire des premiers druides. C'est-à-dire les druides historiques qui apparaissent en Gaule et dans les îles britanniques. Donc, il y a quelques termes qui vont apparaître. Par exemple, il y a le terme pour les îles britanniques, l'Irlande, bien sûr, il n'y a pas de problème. L'île de Man, il n'y a pas de problème, c'est juste à côté. Par contre, je parlerai de temps en temps de l'île de Bretagne. Alors, l'île de Bretagne, c'est la Grande-Bretagne, moins l'Écosse. Moins l'Écosse, et c'est la période où l'île de Bretagne, c'est-à-dire Grande-Bretagne moins l'Écosse, est peuplée de Bretons, d'où le nom île de Bretagne. Donc ça, c'est pour préciser. Donc, si vous voyez, il y a quatre grandes zones géographiques. L'Irlande, avec l'île de Man, l'Écosse, Irlande, île de Man, Écosse, gaélique, île de Bretagne, c'est-à-dire l'Angleterre actuelle, le Pays de Galles, les Cornouailles actuelles, troisième zone, et quatrième zone, la Bretagne continentale, la Bretagne, ce qu'on appelle aussi la Bretagne armoricaine. Donc là, c'était une présentation historique des druides de l'Antiquité et du Haut Moyen-Âge. Alors, nous allons rentrer dans un univers qui est très différent de l'univers d'aujourd'hui, parce que nous allons rentrer dans un univers païen. De l'Antiquité celtique, un univers païen, c'est-à-dire un univers religieux qui est lié à la nature, comme ça a été dit, mais qui est surtout lié au polythéisme, c'est-à-dire à une religion avec plusieurs dieux. Et donc, ce qui est très important dans l'Antiquité et au Moyen-Âge au niveau religieux, c'est la langue. Et donc, les druides, quel que soit le pays celtique où ils ont vécu, ne pouvaient s'adresser aux dieux qu'en langue celtique. Les dieux celtes ne comprennent que la langue celtique. Un rituel en français, en anglais, en latin, en allemand, n'a strictement aucun sens puisque les dieux ne l'entendent pas. Les druides vont s'inscrire. Mais les druides ne sont qu'un élément de la tradition celtique. Vous avez d'autres éléments, comme tout simplement la population de base. Les paysans, les ouvriers, les commerçants, les forgerons. Et tout en haut de la pyramide, vous avez le roi. La société celtique de l'Antiquité et du Moyen-Âge est une société royale et guerrière. C'est une société difficile, dure. On est dans l'Antiquité, au Moyen-Âge. Vous voyez ce que ça veut dire. Il y a donc deux périodes à bien distinguer quand on parle de druidisme. Il y a Antiquité et Moyen-Âge. Ça, c'est une période historique, les druides. Et puis, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le néo-druidisme. Donc, vous êtes des éléments, certainement. À chaque réunion, à chaque grande festivité celtique, eh bien, le druide rappelle ses lois aux guerriers qui sont assemblés là, aux nobles qui sont assemblés là. Ce qui fait que le druide parle en premier, effectivement, mais il ne fait que répéter les lois de façon à ce qu'ensuite le débat puisse commencer. Une fois qu'il a fait son travail de répétiteur, le druide s'efface devant le roi qui va présider aux assemblées. Donc le druide est en dessous, le roi. Quelles sont les références sur les druides? Eh bien, nous avons des références grecques, nous avons des références romaines, latines,
Et celui qui nous donne le plus de renseignements sur les druides en Gaule, c'est tout simplement Jules César. Jules César qui a écrit plusieurs pages, donc, dans son livre La guerre des Gaules, il donne beaucoup de renseignements sur les druides gaulois. Et nous avons aussi quelques renseignements sur les druides gaulois par d'autres écrivains romains, comme Pline, Tacite par exemple, grec également, mais celui qui nous donne le plus de renseignements, c'est quand même Jules, de son petit prénom. La Wène est une inspiration personnelle qui peut mener jusqu'à la transe. Mais ça, c'est historique, on a ça, c'est connu, si vous voulez, on a des textes, on a des témoignages. Et ceux qui, les bardes, c'est-à-dire des poètes qui vont jusqu'à la transe dans leur récitation devant tout le monde, parce que le poème est récité en public. Le poème n'est pas écrit sur une feuille de papier, il ne reste pas dans un livre, non, le poème est déclamé en public par les bardes. Et le barde, en déclamant son poème, peut arriver jusqu'à la transe. Et ces poètes, on les appelle les awenisyones, c'est-à-dire ceux qui sont possédés par la Wène. La Wène n'a pas de caractère religieux. On n'invoque pas la Wène dans les cérémonies religieuses. Ni au début, ni à la fin. C'est personnel, la Wène. Ce n'est pas... Ça n'appartient pas au groupe. Chacun peut avoir la Wène en soi. Mais ce n'est pas dans le rituel. Très différent de ce qui peut se passer aujourd'hui. La Wène est une force, et c'est une force personnelle, qui inspire le barde, qui inspire le poète. Donc ça aussi, c'est important. Et les bardes gallois et bretons, à l'intérieur aussi, il y a une hiérarchie. Et quand on parle de Taliesin, je prends cet exemple parce que c'est l'exemple le plus connu, quand on parle de Taliesin, dans les textes qui nous sont parvenus, il est dénommé Penbears. Bears, c'est le pluriel du barde, et Pen, c'est la tête. Vous connaissez ce mot, hein, breton, gallois, etc., dans tous les langues celtiques. Il est Penkers, et Penbears, c'est-à-dire que Taliesin est le chef des bardes. On l'appelle Taliesin Penkers Gorslewin, c'est-à-dire Taliesin, chef des bardes d'Occident.